Il va se tenir à la fin de ce mois au Togo, à Lomé, une conférence comme jamais l'Afrique n'en a connu depuis les années des indépendances ou depuis 1958 avec la fameuse conférence de Accra avec Kwame Nkrumah. C'est cette fois, les Africains vont se rencontrer loin des traités, des discussions qui ont divisé les continents. Ils se rencontreront pour discuter et parler de réinvention et de l'unité africaine. La grande conférence est intitulée Conférence Mansa. Le thème est 140 ans après la conférence de Berlin, réinventant et transformant l'Afrique. Elle est organisée par le réseau du leader africain Alain Foka avec une forte participation congolaise, avec notamment l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Jean-Claude Massangou, mais aussi un philosophe enseignant à l'université de Kinshasa, Olivier Sambaï. Ce dernier est avec moi pour parler de cette messe, de ces grands événements qui pourra augurer ou inaugurer une nouvelle ère en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir à vous et bienvenue dans l'invité. Je vous présente donc Olivier Sambaï qui est avec moi. Bonsoir à vous également, Olivier Sambaï, et merci d'être là. Bonsoir et merci très cher Gaëtan pour l'invitation. Alors, votre voix va résonner cette fois partout en Afrique, après avoir fait des universités congolaises, après avoir participé dans des salons, des réflexions, des ateliers, des panels. Cette fois, vous montez un peu d'échelle, où vous avez pris d'autres galons. C'est au Togo, à Lomé, on va vous écouter philosopher, mais philosopher africain. Qu'est-ce que ça vous fait en tout cas, et qu'est-ce que ça représente pour vous aussi, cette conférence Mansa? Merci beaucoup de l'opportunité que vous m'offrez de parler de cette conférence organisée par Mansa. Comme vous le savez, c'est la structure présidée par Alain Foka, l'ancien journaliste de RFI et qui a actuellement son propre média, Afro Média. Ouais. Il est président, certes, de Mansa. Mansa, c'est quoi? C'est la structure créée par Alain Foka avec les autres Africains qui ont la vision panafricaine. Vous avez Gilles Domché, vous avez Guy Robert Lukama et les autres qui sont cofondateur de Mansa. Mansa, ça signifie quoi? Mansa, c'est en fait le nom de cet ancien empereur malien qui a vécu vers le XIVe siècle, Mansa Moussa. Ok, c'est l'homme le plus riche de tout le temps, l'empereur malien, oui, je vois. Exactement. C'est en référence à lui qu'on a justement mis en place ce nom-là. Okay. Tout à fait. Alors, pourquoi Mansa? Simplement parce que, d'après les échanges que j'ai eus avec Alain et son équipe, ses collègues cofondateurs de la structure, c'est que Mansa, l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité, était un Africain. Il n'était pas seulement potentiellement riche, il a su transformer la richesse en réalité. Il était africain, il était au Mali. Alors, durant son règne, il a vraiment exploité la richesse africaine pour offrir à l'Empire du Mali ses lettres de noblesse. Alors, ça fait en sorte qu'à l'époque, il était l'homme le plus craint et tout le monde l'approchait pour obtenir ce qu'il fallait. Et puis la population, à l'époque, vivait la meilleure des vies possibles sous le règne de Mansa. Alors, Alain Foka et les autres se sont dit, mais tiens, l'Afrique est potentiellement riche, mais pourquoi aujourd'hui la population est extrêmement pauvre? Nous avons des sérieux problèmes, les problèmes de sous-alimentation, des problèmes et des manques de gouvernance, beaucoup de problèmes qui ne marchent pas en Afrique et pourtant nous sommes potentiellement riches. Par conséquent, il faut incarner cette philosophie Mansa pour que nous soyons en mesure de pouvoir transformer notre environnement, transformer notre réalité de telle sorte que nous puissions offrir à la population la meilleure des vies possibles. Ça peut partir par quoi? Par des idées fortes, des cercles de réflexion où nous allons analyser nos problèmes,
faisant comme si c'était la méthode médicale de diagnostiquer des problèmes et administrer la thérapie qu'il faut pour que nous puissions être en mesure de sortir de cette situation macabre de sous-développement qui gangrène presque tous les pays subsahariens. Je voudrais marteler un peu le nom de Mansa Moussa parce que il est méconnu auprès de la part de beaucoup d'Africains. Ce soit les Africains en diaspora et même sur le continent ici, ne connaissent pas que l'homme le plus riche de tout le temps de l'histoire du monde était un Africain. Mansa Moussa ou Kankou Moussa a vécu ou a dirigé justement cet empire du Mali entre le 1312 ou 1337, donc 1312 et 1337. Nous sommes là au XIVe siècle. Il est connu pour être l'un des souverains les plus riches et influents de l'histoire. Son règne marque l'apogée de l'empire malien qui s'étendait de Fouta Djallon à Gao, incluant des territoires de l'ancien empire du Ghana. Ça, c'est un peu un aperçu de lui. Donc, c'est pour dire aux Africains, attendez, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas ce qu'ont été vos ancêtres. Vous avez un passé glorieux. Raison pour laquelle on a Mansa comme conférence aujourd'hui. Et la question la plus importante, pourquoi on ne connaît pas assez, pourquoi on n'en parle pas assez, simplement parce que nous sommes imposés par un système impérialiste. Le système éducatif, c'est un système imposé par l'impérialisme, en telle enseigne que vous avez des structures qui dictent même les contenus de notre système éducatif. Ça fait en sorte que quand on parle de l'histoire de l'Afrique, on ne martèle pas vraiment sur ce qu'ont été ces Africains. On nous montre comme si on ne connaissait pas nos origines, à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous et moi, on ne sait pas remonter jusqu'à la 10e génération. S'il faut parler des arrière-grands-pères, je ne sais pas si vous faites... C'est tout un blanc, comme si on n'a pas existé avant la conférence de Berlin, comme si on n'avait pas philosophé aussi. Vous allez vous rendre compte, et chers téléspectateurs, faites cet exercice chez vous à la maison, remontez, je ne sais pas jusqu'à quand, essayez de voir si vous allez atteindre même 10e génération. Arrivez jusqu'à 15e, 16e siècle, voir qui étaient vos arrière-grands-pères. On n'a pas de repères. Même jusqu'en 1885, même on ne sait pas avoir de repères. 1860, 1850, 1840. Essayez un peu de remonter. Et pourtant, nous avons, si nous faisons une régression définie, nous avons des origines. On ne connaît même pas nos origines. À telle enseigne que, voilà, les gens comme Moussa Mansa ne sont pas connus en Afrique. Donc, Mansa, cette structure s'inspire de cette philosophie de ces grands empereurs, l'homme le plus riche du monde à l'époque et dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, qui a si transformé la richesse naturelle, la richesse réelle, en offrant à la population la meilleure des vies possible. Alors que veut Mansa? Mansa avait simplement imprimé cette philosophie-là dans les populations africaines. C'est la raison pour laquelle ils organisent des ateliers, ils organisent des conférences, et cette fois-ci, c'est la plus grande conférence qu'ils n'ont pas encore organisée depuis la création de la structure. Ah d'accord, ok. Alors, cette conférence coïncide avec la 140e année, je pourrais dire, d'anniversaire des conférences de Berlin. Oui. Nous avons été saucissonnés, sans malheureux anniversaire de la conférence de Berlin. L'Afrique a été le 26 février 1885. Après plusieurs mois de discussion, on a fini par partager l'Afrique comme on partage un gâteau. Voilà. Et je dirais que la partie la plus succulente, la plus croustillante, c'était peut-être l'Afrique, plutôt la République démocratique du Congo. Parce qu'elle est indépendante du Congo. On connaît l'histoire jusqu'à devenir Congo belge en 1908. Alors vous allez comprendre que ça a été divisé, mais ce n'est pas un problème. Les frontières ont été définies, ça ce n'est pas un problème. Mais c'est pose un sérieux problème après la division, 140 ans après, que devient l'Afrique? Depuis qu'on a été colonisé, ça fait 75 ans de colonisation, 65 ans des indépendances, parce que ça a commencé vers les années 60. Alors, qu'est-ce qu'est devenu l'Afrique? 65 ans d'indépendance, 140 ans des relations Afrique-Occident. Qu'est-ce que ça produit de concret? Est-ce que nous nous sommes développés ou nous sommes dans une situation sclérosée? Nous sommes statiques, qu'est-ce qui se passe? Alors, il est temps qu'on réfléchisse, qu'on soit nous-mêmes, qu'on définisse nous-mêmes notre mode de développement, qu'on définisse nous-mêmes notre système de gouvernance des États, qu'on définisse nous-mêmes notre conception de la science et de la technologie, qu'on définisse nous-mêmes notre politique, notre système de santé. Ou que l'on fasse notre propre conférence, alors au pape de Berlin, mais la conférence peut-être de Lomé, pour réparer, pas matériellement, c'est-à-dire pas revenir sur les frontières, mais pour réparer les mentalités. Je crois que c'est là où ça bloque principalement aussi, monsieur le philosophe. Exactement, parce que lorsque nous analysons très bien, on s'est dit aujourd'hui, les problèmes
problème n'est plus un problème du capital humain, parce que nous avons des humains qu'il faut. Nous avons des hommes capables dans tous les domaines, médical, domaine des technologies, domaine technique, domaine des santé, domaine de l'économie, domaine des philosophies. Nous avons des grands philosophes, nous avons des grands scientifiques, nous avons des grands savants en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait que les développements, on ne parle pas de développement, transformation positive tardent à venir? Nous régressons plutôt que d'évoluer en termes de qualité. Qualitativement, on régresse, mais quantitativement, on progresse parce qu'on a plus de diplômés aujourd'hui qu'on en avait il y a 50 ans passés. Mais quel type de diplômés aussi, hein. On est plus en quantité qu'en qualité oui, aussi. Exactement, c'est pourquoi j'ai dit on régresse qualitativement, mais on avance quantitativement. Qu'est-ce qu'il faut pour que tous ceux qui sont ces intellectuels puissent devenir des personnes de qualité? C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai créé l'ASBL Cercle Axiologique, c'est avec cette vision-là, cette finalité d'offrir à la société des personnes vertueuses, en faisant des sensibilisations. De conférences qu'on venait de les dire, je suis dans beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, des sensibilisations, on fait parfois des notes techniques aux gouvernants, aux dirigeants politiques, pour qu'ils puissent un tout petit peu prendre nos idées et l'implémenter, si faire se peut, pour la transformation intégrale de la société. Mais ça pose un problème de qualité d'homme. D'où, dans la logique des choses, on devrait vraiment formater le mental de l'homme africain. Et ça va passer seulement par des sensibilisations, mais pas des sensibilisations de façon théorique, qu'on soit dans le congrès, de façon pratique. Dans les Congolais qui vous suivent, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Africains qui vous suivent également, mais les Congolais particulièrement se posent la question de savoir comment vous êtes arrivé là. Pourquoi Olivier Sambaye? J'ai les images de votre rencontre, je ne sais pas si c'est la première fois, mais avec Alain Foka. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cette personne et cette personnalité? Bon, s'il faut parler d'Alain Foka en une minute, je dirais que c'est l'un des Africains qui sont restés dans l'africanité, dans les panafricanismes. Plus de 30 ans, journaliste à la RFI, mais c'est lui qui a fait beaucoup plus entendre la voix de l'Afrique. Vous savez, son émission qu'il avait proposée, validée par la rédaction de la direction de la RFI, Archives d'Afrique, et puis le Mémoire d'un continent, ce sont des émissions qui nous ont forgés dans l'histoire contemporaine de l'Afrique. Parce que parler des Africains, réveiller des Africains à une chaîne internationale qui prônait, qui faisait la promotion de l'impérialisme, ce n'était pas une chose aisée. Parce que vous allez suivre exactement ce qu'il a fait. Mais ce que moi je fais comprendre d'Alain Foka, qui peut prendre ça en bien ou en mal, il s'est servi de la RFI pour être ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il est connu partout en Afrique parce qu'il voulait faire entendre sa voix. Et il fallait passer par un média qui pouvait capter sur beaucoup de pays africains pour que sa voix soit entendue. Mais sa voix a été entendue en bien parce qu'il réveillait la conscience des peuples africains. Malheureusement, ça n'a pas été très efficace parce qu'il aurait fallu que les gouvernances des États puissent comprendre exactement ce qu'était sa finalité pour qu'on puisse changer les modes de gestion de nos sociétés, réveiller les dirigeants politiques africains. Mais comment il y en a pas beaucoup qui font comme Alain Foka? Il a côtoyé les impérialistes, il a dîné, il a mangé, il s'est servi là-bas, il a étudié, il s'est formé, mais la tribune qu'on lui a donnée comme média, ses émissions, il a utilisé pour servir son Afrique en fait. Son Afrique, et finalement il est retourné. Pourquoi est-ce que d'autres ne le font pas? Ils restent aliénés du début de bout en bout. Non, ne disons pas d'autres ne le font pas parce que ici, il y a de ceux qui le font. Je parlerai de JMK, Jean-Marie Samba a été aussi avec Alain Foka. Si vous avez l'histoire, que j'ai salué aussi en passant, je sais qu'il est déjà de retour. Nous allons certainement nous voir très bientôt comme prévu. Alors, il est revenu pour faire parler. Et il a remodelé le système des médias au Congo avec tout ce qui s'est fait. C'était les 15 ans. Aujourd'hui, déjà la semaine prochaine, vous allez célébrer les 15 ans, joyeux anniversaire d'avance. Peut-être que je ne serai pas là. Alors, c'est ce qu'Alain a fait, ce que Jean-Marie a fait, ce que d'autres aussi ont fait, Christian et les autres, Lusa Kweno. Donc, dans le secteur des médias, c'est au fait l'attitude qu'on doit avoir. Aller chez autrui, voir ce qu'il a de plus précieux, revenir chez soi pour l'implémenter. Jean-Marie Samba l'a fait, Christian Lusakweno l'a fait, Alain Foka l'a fait et est en train de le faire. Mais la dimension d'Alain Foka est beaucoup plus dans l'organisation des conférences, mettant en place une structure pour sensibiliser les pays africains. Ils étaient ici à Kinshasa au mois de novembre, c'est alors que nous nous sommes rencontrés à Rotana.
Et lors de la conférence, j'ai donné mon point de vue. Et du coup, on a réseauté. Et j'étais en train, au fait, de proposer exactement ce que Mansa devait implémenter comme stratégie pour que nous puissions transformer les États africains. Il y a d'autres panafricanistes comme Kémy Séba que vous avez reçu ici au mois d'avril. Qui ne figure pas sur la liste des intervenants, je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont allées aussi dans tous les sens. Bon, Gilles Domchier a dit, la question lui a été posée, le porte-parole de Mansa, que voilà, ils sont en contact, ils finiront par se croiser, ils ne sont pas en divergence, mais ils sont toujours ensemble. Un problème d'agenda peut-être. Un problème d'agenda et aussi, il ne faudra pas qu'ils soient tous ensemble, chacun pour éparpiller un tout petit peu afin qu'on puisse stratégies. Des stratégies. Bon, il a dit que ce sont des positionnements stratégiques. Donc ce sont des panafricanistes, vision panafricaine, pour réveiller les consciences, afin qu'on puisse être nous-mêmes, qu'on puisse avoir notre propre modèle de transformation des sociétés. Alors, du coup, ce que moi j'apporte, et dans le cadre de ces partenariats avec Mansa, et ce qui va faire en sorte que nous puissions être à Lomé, et je profite ici pour signaler qu'il y a eu un report des dates, il ne sera plus du 26 au 29, parce qu'il y a des tensions à Lomé, et pour notre sécurité, surtout nous qui viendrons de l'étranger, puissions ne pas être victimes de cette insurrection qui s'est créée à Lomé. C'est reporté à une date ultérieure, ils vont nous communiquer, nous allons revenir pour vous donner la communication d'une nouvelle date. Alors ce que nous devons noter, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai rencontré Mansa, ma proposition était simple. Ici, à Kinshasa, nous parlions de l'impératif de la transformation locale. C'est-à-dire que nous serions en mesure de transformer tout ce que nous avons de plus précieux dans l'agriculture, élevage, pêche et tout ce qu'on peut faire. Alors, ma position était claire. J'ai proposé à Mansa, et c'est ce qui a fait en sorte qu'on réseaute, il faudrait intégrer les gouvernances des États. Il faudrait qu'il y ait une alliance entre la science et la politique. Parce que tout ce que l'on peut faire, quelles que soient les initiatives qu'on peut prendre, si ces initiatives ne sont pas accompagnées du pouvoir politique, ça sera multiplié par 0. Vous pouvez être milliardaire. Lorsque vous faites vos affaires, vous n'êtes pas en parfaite intelligence avec les systèmes politiques existants dans votre pays, on va vous écraser. Et on va vous éliminer, vous avez vos milliards, peut-être que vous n'aurez pas la possibilité d'entrer au pays. Lorsque vous avez des bons projets de développement socio-économique, mais en ce moment-là, lorsque vous n'avez pas l'accompagnement des gouvernances politiques, rien ne va fonctionner. Il faudrait que nous arrivions à produire des idées, les implémenter dans les gouvernances des États pour la transformation intégrale des sociétés. D'où cette conférence que nous allons organiser. Ce sont des conférences, des réflexions pratiques, théories liées à la pratique. Par exemple, vous avez un panel où on va parler des gouvernances des États. On va essayer d'analyser rapidement. Restons un peu là au sujet de la gouvernance des États. Vous allez parler gouvernance des États en vous basant sur quelle façon de gouverner? La façon proposée par les Occidentaux, Platon, Aristote et tous ceux qui sont venus par après, où il y a aussi une philosophie africaine dont vous allez vous servir comme base ou point de départ. Je ne révélerai pas les contenus de ce qui sera dit, parce que ce serait conférence avant conférence. Ici, j'annonce ce qui sera fait, mais on réfléchit déjà. Avant la conférence des Berlin, nous philosophions quand même. Mansa Moussa, il est devenu l'homme le plus riche parce qu'il y avait une certaine philosophie, une force qui l'a accompagné. Qu'est-ce que ça peut apporter maintenant là? Alors, ce que ça doit apporter, ce qu'on a noté, c'est quoi? Vous savez, on parle des conférences de Berlin. Est-ce que vous savez, l'idée des conférences de Berlin vient d'où? Vient d'un livre écrit par un certain Hegel. C'est un penseur, un philosophe allemand. Il publie un livre en 1806 intitulé La phénoménologie de l'esprit. Il démontre comment l'esprit fait la mutation au cours de l'histoire. Ça passe par l'Égypte, ça passe par la Grèce, ça passe par l'Allemagne, etc. Et il faudrait que cet esprit-là puisse aussi traverser l'Afrique. Mais l'Afrique n'est pas humanisée. Il faut humaniser l'Afrique. Et l'humanisation de l'Afrique ne peut passer que par la civilisation. Civiliser l'Africain, il faut le coloniser. 8 décennies après, il y a eu une conférence de Berlin pour analyser les idées de Hegel, d'où le partage d'Afrique. C'est comme ça que c'est parti. Pour ceux qui ne le savaient pas, qu'ils le sachent. Donc c'est parti des idées de Hegel. Et ça a été commenté 8 décennies après, et ça a été implémenté. Et ça a marché pour eux. Ça a marché pour eux. Mais alors, c'est que qu'est-ce qu'on fait, nous, en réponse à ça? Il y a eu des gens comme Frantz Fanon qui commençaient à penser avec des livres exceptionnels qui ont été préfacés encore par les Occidentaux, mais on s'en est pas servi. Ça a produit quoi par après toutes ces conférences des 58 et autres? Alors, ce qu'on doit faire, nous, Congolais, parce que je ne vais pas m'ouvrir seulement à l'Afrique, mais je pense Congo et je pense Afrique.
Au Congo, je fais ce que je puis. Il y a des publications, des textes qu'on écrit, des propositions que l'on fait, mais ça tarde à venir. Avec mon ASBL, Cercle Axiologique, ce qu'on fait, je suis en train d'avancer petit à petit jusqu'à ce que ça puisse bien évoluer et bien marcher. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est faire ce que l'homme occidental a fait au départ. Au départ, c'est quoi? Nous sommes à l'Antiquité. L'homme occidental vole l'arme qui faisait l'irréductibilité du monde africain. À l'époque, c'était l'Égypte. Tous les Pythagores que vous voyez, d'ailleurs, dans mes recherches académiques, j'ai démontré par A plus B que Pythagore n'est qu'un plagiaire. Le théorème de Pythagore n'est pas pythagoricien. Le théorème de Pythagore, c'est un théorème qu'on enseignait en Égypte, qui existait 25 siècles avant même la naissance de Pythagore. Oui. Il est allé apprendre en Égypte, Socrate a appris en Égypte, Platon a appris en Égypte, Aristote a appris en Égypte, tous sont allés là-bas. Ils sont allés voler la puissance. La puissance, c'était la science, les savoirs scientifiques. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont exploité cette science-là pour eux, en n'entrant pas en guerre avec les Égyptiens. Ils les ont laissés. Ils ont appris la géométrie, ils sont rentrés chez eux, en Grèce, à Athènes, au Milet. Et puis, ils ont commencé à réfléchir comment réorganiser leur société par rapport à ce qu'ils ont appris de l'autre côté sur la géométrie. Ils ont commencé à produire, à créer aussi des bâtisses comme pyramides. Voilà ce qu'ils ont fait. Nous aussi, Africains, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de voler ce qui fait l'irréductibilité de l'homme occidental. Comme l'a dit Cheikh Anta Diop, armez-vous de la science jusqu'aux dents. Ce qui peut faire notre force, c'est le savoir scientifique. C'est la recherche scientifique avec des résultats palpables. Parce que la science a pour finalité de transformer la société. Et la science, c'est la formalisation de la société. Il faudrait donc saisir cette technologie, cette science pour que l'on puisse transformer la société. Et c'est ce qu'en fait l'homme occidental. Et nous aussi, Africains, on doit faire pareil. C'est le moment de le faire, non? 140 ans après. 140 ans après, c'est le moment de le faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Parce que ce ne sont pas des réflexions théoriques. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Je prends un point, l'un des éléments de mon SBL. On va en parler lors de la conférence et je continue à en parler. Vous êtes au courant de ce projet que je mets en place, c'est de la création des centres nationaux des technosciences. Déjà, nous n'avons pas de centre de réflexion où l'on peut réfléchir pour transformer des problèmes sociaux, des problèmes sociétaux. Ça n'existe pas. Quel est ce centre? C'est pourquoi moi, je viens déjà, avant d'aller parler ailleurs, ici, je propose la création d'un centre national des technosciences qui va réfléchir sur les questions de l'agronomie. 80 millions de terres arables, mais nous avons un sérieux problème de sous-alimentation. Que font tous les docteurs en sciences agronomiques dans nos universités, de Kinshasa et ailleurs? Il faut les réunir, qu'on réfléchisse ensemble, qui nous disent qu'est-ce qu'il faut pour produire maïs en quantité industrielle sans interruption. On privilégie l'agriculture. Et voilà aussi un système qui a été implémenté dans l'éducation. Quand on parle de l'agriculture, ce sont des va-nu-pieds, il faut les minimiser. Si tu n'utilises pas, tu iras faire les champs. C'est ce qu'on dit à nos enfants. Merci. Voilà encore un sérieux problème auquel l'un des sérieux problèmes auxquels on Merci beaucoup d'être passé, Olivier Sambaï, philosophe et enseignant à l'université de Kinshasa. On peut donc retenir qu'une nouvelle Afrique est possible maintenant, malgré tous les verrous mis en place par les néocolonialismes. C'est possible. Oui, l'Afrique est possible et le nouveau Congo aussi est possible. L'Afrique, c'est le macrocosme, Congo, microcosme. C'est aussi possible. Ce qu'il faut faire, il faut réaliser l'alliance entre la science et la politique. Est-ce que c'est possible? On va aussi réinventer même le panafricanisme? Ou ça reste toujours la même philosophie? Moi, je propose la réinvention, non seulement la réinvention du panafricanisme, mais la remodélisation du panafricanisme. Arrêtons de considérer le panafricanisme comme le combat contre l'impérialisme. Non. Considérons le panafricanisme comme étant la sensibilisation, la moralisation, la conscientisation du peuple africain à se prendre en charge en ayant déjà des armes. Déjà que nous avons reçu auprès des Occidentaux, les petits Français que je parle, et occidental, c'est joli plateau, modèle occidental, c'est déjà positif. Oui. Vous comprenez? Alors, voyons encore, qu'est-ce qu'ils ont de plus positif? On l'implémente, c'est ça le panafricanisme positif qui serait similaire au modèle chinois. Les Chinois sont les amis de tout le monde. Les amis de tout le monde, ils n'ont pas d'ennemis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont copié chez autrui. Ils l'ont implémenté. Les Occidentaux ont copié chez autrui, ils l'ont implémenté. Mais nous avons déjà tout ce qu'il faut dans tous les intellectuels. Réunissons-les, c'est pourquoi on s'est réunis là-bas. Nous, on préfère l'affrontement. Nous, on préfère l'affrontement. Ça n'avance pas. On ne doit pas s'affronter. Réfléchissons. Proposons ce qu'il faut. Laurent Gbagbo sera là. L'ancien président
ghanéen sera là. Nous serons là avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale, l'actuel gouverneur de la Banque centrale de Guinée, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Affiché là. Et tout ça. Comme ça, nous allons voir. Des hommes d'État, voilà. Une très belle tête. Et voilà, lorsque vous avez les deux gouverneurs, j'explique rapidement pour que vous compreniez. Les deux gouverneurs feront quoi? Les deux gouverneurs, l'ancien de la Banque centrale, il a fait 15 ans en tant que gouverneur de la Banque centrale du Congo, le pays qui a sa propre monnaie. Et lui a géré cette Banque centrale pendant 15 ans. C'est ce que la RDC peut apporter, justement. Donc la RDC peut apporter en Afrique une monnaie propre aux Africains. Pas les CFA. Non. L'expérience des francs congolais, c'est ce que l'Afrique va apporter. Et Jean-Claude va nous proposer, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, l'actuel gouverneur de Guinée, depuis Sékou Touré, qui avait refusé les francs CFA. Il est resté avec sa propre monnaie. Et ils vont nous partager leur expérience. Comment ils font? Est-ce que ce ne serait pas possible qu'à l'Afrique, que nous ayons notre propre monnaie? Il y a une autre tête là, Didier Drogba. Didier Drogba, bon, lui, il sera là, l'organisation. Simplement de pro, figure pour montrer le panafricanisme, il sera là, là ça concerne l'organisation. Moi, je suis beaucoup plus côté scientifique et technique. Moi, je serai dans les panels sciences et technologies. Et là, nous allons proposer ce qu'il faudrait à tous les scientifiques congolais, en attaquant beaucoup plus les paludismes, qui est aussi un problème de santé publique qui dérange beaucoup d'États. Et nous allons voir ce qu'on peut apporter. Et parce que nous irons parler là-bas pour que ça résonne dans tous les États africains, mais au Congo, qu'est-ce que nous faisons? Il y a plein de questions, en tout cas, qui me traversent l'esprit, notamment celle de savoir, après la conférence, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez la coucher sous forme d'un livre. Est-ce que ce sera suivi au niveau panafricain? Est-ce que les chefs d'État sont mis à contribution? Sinon, à quel niveau? Il y a beaucoup de choses que les gens veulent bien savoir. Mais sinon, j'étais inquiet de savoir qu'est-ce que la RDC pouvait bien apporter à cette conférence. La question de la souveraineté monétaire est très capitale. Merci. Oui, déjà, là, on apporte souveraineté monétaire, mais aussi la liberté scientifique par rapport à la recherche scientifique. Oui. Nous avons ce qu'a fait les professeurs... Mais la RDC n'est pas un grand modèle panafricain, quand même. Déjà, avec ce qui se passe politiquement, on a beaucoup de choses à retoucher, mais scientifiquement, nous sommes un modèle. Parce qu'on a fait sortir beaucoup de scientifiques. Le fait que nous, déjà, nous soyons là, c'est déjà un point positif. Aussi la gestion des minerais, parce que vous savez, scandale géologique. L'un des catastrophes pour lui-même. Scandale géologique, mais catastrophe pour lui-même en tant que pays. Merci. Guy Robert Lukama, en tant que PCA de GKMI, il sera là aussi. Il est parmi les cofondateurs de Mansa. Et puis, il va aussi dire quelque chose sur la gestion des minerais. Un grand pays africain dont on ne peut pas révéler le nom. Les experts qui seront là pour nous proposer comment faire pour gérer nos minerais. Et ce que moi je propose, c'est que dans tous les États, j'ai écrit la philosophie du développement. Et là, je propose l'institutionnalisation de la technoscience. Les ministères qui peuvent produire la transformation totale. Merci, je vous interromps. On ne saura pas parler la recherche scientifique. C'est avec délectation que beaucoup de gens vous suivent, mais le temps, c'est le temps. Time is time, et d'autres disent time is money. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'invité. Retrouvez Olivier Sambaye, qui intervient en tout cas dans pas mal de nos émissions. Ça fait débat, etc. Il pourra revenir même dans le Kin Direct après cette très belle conférence à qui je souhaite en tout cas plein succès. Au revoir.